Ce four désaffecté a servi dans les années 80 à fabriquer les glaces de la pyramide du Louvre. C'est ici, à Saint-Gobain, que se trouvait la Manufacture royale des glaces. Fondée en 1665 par Colbert, ministre de Louis XIV, le site répondait à la volonté du roi de limiter les importations de produits de luxe. Passionné par l'histoire de son village, François Eck s'occupe avec son association de maintenir la glacerie dans la mémoire collective. La Manufacture royale des glaces s'est installée tout d'abord au Faubourg Saint-Antoine à Paris, où on a fait venir des ouvriers vénitiens, qui étaient les meilleurs verriers de l'époque, pour, je dirais, développer cette activité. En 1692, la manufacture installe un deuxième site à Saint-Gobain, sur l'emplacement de l'ancien château des Sires de Coucy. À son apogée, celui-ci s'étendait sur 10 hectares. Cette photographie date des années 70. Avec bien entendu les fours, du four vers plat, vers moulage. Il y avait aussi une caisserie, ici, une menuiserie, les stockages, les silos, et puis vous avez des bâtiments anciens. Donc ici, le Bel Air qui était les bureaux administratifs, et ici le Grand Logis qui était venu une sorte d'hôtel pour les cadres en formation. La manufacture s'est installée ici parce qu'il y avait plusieurs avantages. Alors au départ, ils cherchaient différents sites et ils sont arrivés sur le site de Saint-Gobain qui présentait donc beaucoup d'atouts. Alors parmi les atouts, il y avait le bois pour le chauffage, bien entendu, des fours. Il y avait du sable aussi pour la fabrication du verre. Il y avait aussi l'ancien château qui a été utilisé ensuite pour une partie des constructions, pour loger aussi les premiers ouvriers. Il y avait aussi l'Oise qui n'était pas très loin et qui était à proximité de Paris pour le transport des glaces. Et puis dernier atout qui était sans doute le plus important, on était au milieu de la forêt et au niveau des secrets de fabrication, les étrangers, on pouvait tout de suite les repérer. Car le site de la manufacture protégeait un secret bien gardé, un processus de fabrication révolutionnaire à l'époque, le coulage sur table. Le verre en fusion était amené en chariot, ensuite il était remis dans un bac, il était versé sur la table. Ensuite, une fois versé, c'était comme une pâte à crêpes ou une simple pâte. On le roulait pour obtenir l'épaisseur qu'on voulait, donc sur une table métallique, bien entendu. Et ensuite, une fois que le verre la plaque était roulée, ensuite, on la mettait dans un autre four qu'on appelle la kerguez. Cette nouvelle technique fait la renommée du site. Elle permet la fabrication de glaces de grande dimension. À la fin du XVIIIe siècle, des dizaines de fours chauffaient à plein régime. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 2. Le premier servait à mouler le verre. Celui-ci, à combustion électrique, servait à fabriquer du verre plat. À l'origine, donc il y avait encore des verriers qui soufflaient au niveau des cannes, et puis ensuite il y avait la coulée sur table. Et puis dans les années 1926, il y a eu ce qu'on appelle la coulée continue. Donc c'était un nouveau procédé qui a été développé ici par M. Boudin, le directeur de l'époque. Après la Révolution, le début du 19e siècle connaît un essor de la concurrence qui pousse la direction à élargir sa gamme de glaces. Un choix qui s'avère payant, les commandes se multiplient pendant le Second Empire. C'est la révolution industrielle et de grands chantiers se mettent en place. Les gares, bibliothèques, musées et grands magasins se développent, puis arrivent les ravages de la Première Guerre mondiale. Une grande partie de la manufacture a été détruite. Donc à ce moment-là, se posait la question, est-ce qu'on allait reconstruire la manufacture? C'est un des directeurs, donc M. Boudin, qui a milité pour qu'on continue à produire du verre sur le site. Donc
Comme il avait mis au point une nouvelle technique, la coulée continue, ça a permis de développer l'activité qui s'est développée à travers donc l'entre-deux-guerres et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Le site a employé jusqu'à 1000 ouvriers dans les années 70, puis l'activité décline progressivement jusqu'à sa fermeture définitive au milieu des années 90. Le site ne correspond plus aux normes actuelles, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas d'accès facile sur le site. Et puis le site était relativement restreint par rapport aux nouvelles normes. Le terrain a été laissé à l'abandon pendant 20 ans. Aujourd'hui, une grande partie a été rachetée par la mairie qui compte rénover le site. Une maison de santé doit ouvrir en juin.